Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de Démêler les pinceaux. Cet épisode est un enregistrement de la conversation entre Vinciane Després et Denis Guillen à propos du travail d'Orla Barry, bergère et artiste irlandaise, à l'occasion de l'exposition Shaved Rapunzel et la petite bergère punk au Musée des Arts Contemporains au Grand Ornu. Au cours de cette conversation, Vinciane Després nous livre ses réflexions sur le métier de bergère et sur les relations particulières qu'Orla Barry noue avec ses moutons. En invoquant tour à tour Philippe Descola, Bruno Latour, Donna Haraway, Étienne Souriau et Jacob Voluskul, elle s'interroge sur les liens entre l'art et le métier de berger, sur le devenir avec des éleveurs et de leurs moutons, ainsi que sur les possibilités que les humains ont de converser avec les animaux. Bonsoir à toutes et à tous. Vinciane Després, bonsoir également et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est la deuxième fois que nous avons le plaisir de vous accueillir ici au Grand Ornu comme intervenante dans le cadre d'une exposition d'art contemporain au Max. Alors nous sommes évidemment impatients de vous écouter ce soir pour nous faire part des réflexions que vous aura certainement inspiré la démarche très singulière d'Orla Barry, une femme qui se définit comme artiste et, j'insiste sur le « et », bergère, deux activités qu'elle mène de front, ou plutôt qu'elle lie depuis 2011 dans sa ferme en Irlande. Alors, on le rappelle, vous êtes philosophe et psychologue de formation, passionné depuis longtemps par l'éthologie, qui est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, et la philosophie des sciences que vous enseignez à l'Université de Liège vous permet précisément d'interroger les pratiques de ces hommes et femmes qui étudient leurs animaux. Alors en quelque sorte, on pourrait dire que vous observez leur manière d'être observateurs. Vous essayez de comprendre la façon dont ils et elles fabriquent leurs théories scientifiques, et notamment en recherchant ce qui influence cette fabrication, par exemple le genre du scientifique, le dispositif d'observation, les conditions de terrain, mais aussi l'animal lui-même, qui selon vous participe de ce savoir. Mais ce qui me touche personnellement dans votre travail de déconstruction des savoirs scientifiques, c'est qu'il fait aussi un détour par les savoirs, disons, profanes ou amateurs, en vous intéressant à celles et ceux qui connaissent leurs bêtes autrement que par la science. Et je pense entre autres, bien entendu, aux éleveurs et aux éleveuses, et en particulier à celles et ceux qui n'ont pas été formés dans une école d'agriculture, mais ont appris, comme Orla Barry, leur métier sur le tas. Alors cette problématique des manières d'être, de l'éthos, qui est au cœur de l'éthologie, vous l'abordez donc en l'élargissant par le biais d'une question double. De quoi les animaux sont-ils capables avec nous et de quoi nous rendent-ils capables? Alors ce soir, la présence d'Orla Barry aurait été certainement précieuse pour contribuer à y répondre, mais voilà, les brebis d'Orla la retiennent comme souvent à la ferme. Et pour pallier son absence, je vais vous proposer de visionner deux extraits documentaires, deux extraits du documentaire Notes from Sheepland que lui a consacré l'an dernier Cara Holmes. Alors pour celles et ceux, là je vais faire un peu de promo, qui souhaiteraient voir ce film dans son intégralité, je signale au passage qu'il sera projeté exceptionnellement. C'est la première fois donc en Belgique, ce dimanche au Ciné Plaza à Mons, et la séance aura lieu à 11h et sera suivie d'un apéro du marché. Et je le répéterai après parce que ce documentaire m'a vraiment bluffé. C'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ce domaine-là ces dernières années. Allez le voir. Alors on va en tout cas en avoir un apéritif donc avec ces deux extraits et on engagera la conversation après. Merci. Hi, girls. Come inside.
I see sheep everywhere. We speak to each other through sound. Sheep are part of my air song, my wind song, my sea song. We are a unison, a collective. We are a collaborative endeavor. Hi, Polly. How you doing? I know all of my sheep, some by name, some by number. I know each one's lineage by sight, the quality of its wool, its milk production, how many lambs it's produced. And for the non-farmers out there, I'm whispering now, I also know how pretty or clever certain bloodlines are. So we have Elsie, my first sheep ever. She's still there in the field. The black sheep. Some people call them Zwarbles, some people call them Zwartables, but actually it's a Dutch breed, so it's called Zwartbles. 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 Then I got into the white breed. They're called Clins. Clin. My lovely, easy, eco sheep. Modern ladies with very maternal traits. This is the breed I specialise in. Flock number 2180. Seafield Clins. My pedigree flock. Take your sheep and take your lambs, rise up, shepherd. Mirror, mirror on the wall, I say to myself, before I judge a sheep. The first person I must look at is myself. I dress well. The exhibitors will have their sheep done up to the nines, so I also have to look the part. Rise up, shepherd, and fall. Voilà Vinciane, donc je pense qu'il y a pas mal de matière déjà dans ces deux extraits qui pourraient servir de tremplin à notre conversation et à votre intervention. J'en avais noté l'une ou l'autre, mais je peux vous laisser aussi le soin de les pointer. En tout cas, je note que dans le premier extrait, moi, ce qui m'a frappé, évidemment, c'est quand Orla parle de son troupeau, de sa relation, en tout cas, à ses animaux, en termes d'harmonie, puisqu'elle utilise le terme d'unisson. Nous sommes à l'unisson. Elle évoque aussi l'idée d'un collectif, qui est une notion, je pense, qui ne vous est pas indifférente. Et le fait qu'elle connaisse en fait tous ses moutons, chacun par leur nom ou par leur numéro, ça dénote certainement une proximité, voire une affection à leur égard. Et ce qui est le plus évident, je trouve, dans ces extraits, c'est qu'elle parle à ces animaux. Et là, peut-être qu'il y a un sujet qui vous est cher, mais on peut vous entendre sur d'autres On va thématiques. Par ça. Mais voilà. Je vais me laisser appâter par votre proposition. Mais en fait, dans cette partie du documentaire, on le voit déjà, elle fait hum, hum, hum. Et qu'est-ce qu'on entend? Les brebis qui répondent. Mais là, j'en étais pas sûre à ce moment-là du documentaire. Et puis plus loin, on la voit dans le hangar avec les brebis. Et là, elle n'essaye pas de se faire suivre. Les brebis sont toutes calmes. Et elle commence hum, hum, hum. Et toutes les brebis répondent. Puis il y a silence. Et puis on entend hum, hum, hum. Et les brebis répondent. Et ça c'est vraiment fabuleux. Alors ça, j'avais pas vu beaucoup. Généralement, les éleveurs que j'ai rencontrés qui parlent avec leurs animaux, souvent ils utilisent les mots humains. Et ils sont pas tellement préoccupés. Là, donc je pense que Orla Barry, elle fait quelque chose de plus. Orla Barry, elle fait un pas de plus, il me semble. Alors pourquoi? Mais je dis pas que c'est bien ou c'est mal d'un côté ou de l'autre. Quand j'ai entendu des éleveurs parler avec leurs animaux,
je me suis posé la question, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il parle alors qu'on peut penser que les animaux ne comprennent pas nécessairement les mots? D'abord, c'est pas tout à fait sûr. Les animaux peuvent quand même reconnaître des mots et leurs capacités, non seulement linguistiques, mais sémantiques, sont de plus en plus surprenantes. Mais c'est une façon pour eux de garder le contact. Et je me souviens de Vicky Horn, dont on parlait tout à l'heure avec d'autres personnes, qui est une éleveuse, une dresseuse de chiens et de chevaux, avait un jour demandé à des dresseurs de chiens pourquoi ils parlaient, ou à dresseurs de chevaux. Et certains avaient répondu, mais pour se rappeler qu'il y a quelqu'un là à l'intérieur, pour ne pas oublier qu'il y a là quelqu'un à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant parce que c'était dans les années 80. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se rappeler. Enfin, les gens qui travaillent dans le domaine n'ont plus honte de penser qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Parce que ça, c'était aussi un problème pour les éleveurs il y a quelques dizaines d'années d'ici, il y a même 20 ans, c'est que ce qu'ils faisaient avec leurs animaux, leur parler et tout, bien, en fait, ils n'osaient pas en parler entre eux. Et les bergers qu'on a interrogés avec Michel Meuret, ben, ils nous ont dit qu'ils avaient été très surpris de découvrir que plein d'autres bergers faisaient comme eux, mais eux ne voulaient pas en parler parce qu'ils étaient un peu gênés. Et moi, j'ai connu par exemple un éleveur de vaches qui racontait ceci, c'est très drôle. Moi, quand je vais voir mes vaches le soir, je vais leur dire un petit coucou pour leur dire bonsoir. Et je leur apporte souvent un petit cadeau, une botte de foin ou quelque chose. Et le jour où je viens sans cadeau, elles gueulent. Et il dit, vous savez, moi, ce que je leur dis, j'ai le nom de celle qui crie. Et alors, c'est quoi cette histoire où il va dire, j'ai le nom, attention les vaches, j'ai le nom de celle qui crie. Ben, c'est vraiment entrer dans des relations qui sont des relations d'humour et des relations de détente que les vaches peuvent comprendre, non pas dans les mots, mais dans les tonalités affectives qui se passent. Alors là où Oreba Barry va, je trouve, assez loin, c'est qu'elle parle mouton. Son hum, visiblement déclenche quelque chose chez les moutons. Il ne s'agit pas seulement de parler aux animaux, mais il s'agit d'entrer dans une vraie conversation. Et ça me paraît quand même assez impressionnant. Il est fort probable que beaucoup d'éleveurs le font, mais je ne l'avais jamais vu faire avec une telle acuité et une telle poésie. Parce que je vous assure que le moment où vous entendez hum, et puis un silence, et puis toutes les brebis, et vous voyez qu'elles répondent, et qu'elles répondent à quelque chose qui a de la signification pour elles. Et qu'elle est comme ça. Alors c'est vrai qu'elle a un chien qui l'aide à rassembler les troupeaux et tout, mais la manière dont le troupeau la suit est proprement, je veux dire, c'est beau. Ça montre qu'il y a du travail, qu'en effet, il y a de l'unisson. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, peut-être qu'une chose, moi, qui m'impressionne beaucoup, si on va rester pour le moment sur l'extrait de les deux extraits documentaires, donc on passe peut-être au deuxième, c'est qu'à un moment donné, elle va dire quelque chose, moi, qui me passionne. Alors, il faut que je retrouve dans mon truc, parce que je l'avais traduit quand j'avais regardé le documentaire. En fait, elle dit à un moment donné quelque chose, mais elle dira dans un de ses textes, et je ne sais pas si elle le dit dans le documentaire, ici on ne le voit pas apparaître dans la traduction, donc peut-être qu'elle ne le dit pas, ou peut-être que si, la traduction étant très amusante, très poétique cette traduction. Donc elle dit à un moment donné que l'élevage de pédigré et l'art ont quelque chose en commun. Ils sont objets d'opinion personnelle sur la beauté des moutons, par exemple, des brebis, et leur valeur peut être différente selon celui qui les regarde. Mais ce qu'elle dit à ce moment-là, je crois que c'est dans le texte ou dans le commentaire du documentaire, c'est que c'est un collègue qui lui dit ça, et qui ne s'adresse pas du tout à l'artiste, qui le dit visiblement convaincu qu'il y a quelque chose de commun entre l'art et élever des moutons. Alors là, ça devient vraiment intéressant parce que on part sur toute une discussion de qu'est-ce qu'elle fait finalement, Barry. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que c'est une artiste qui est devenue éleveuse ou est-ce que c'est une éleveuse qui fait de l'art sur le côté? En tout cas, il y a des allers-retours permanents et incessants entre ces deux mondes. Et elle dit qu'elle a besoin de sortir d'un monde et rentrer dans l'autre et vice-versa. Donc c'est vraiment une manière pour elle de se ressourcer. Mais cette anecdote qu'elle cite, peut-être dans le documentaire, mais certainement dans ses récits, les récits que vous avez pu écouter en français dans la première salle d'exposition,
cette anecdote sur cet éleveur qui finalement fait le rapprochement, crée une sorte d'analogie entre ces deux métiers d'une certaine manière. C'est, m'a-t-elle dit, ce qui a déclenché cette prise de conscience chez elle qu'elle pouvait être et bergère et artiste. Donc ça, c'est aussi assez intéressant que finalement l'impulsion de son travail d'artiste aujourd'hui, tel qu'il se manifeste aujourd'hui dans cette double identité, a été déclenchée par un éleveur. Oui. Alors, et puis maintenant, la manière dont elle le pratique, il y a 2-3 remarques qu'elle va faire et qui vont dans le sens d'une réponse à la question. Je pense en effet que la réponse à la question, c'est un tout petit peu plus compliqué que la manière un peu dualiste dont je la présentais. Et elle va répondre ceci, elle va dire, en fait, moi je fais ce travail artistique en étant dedans, en travaillant et pas en le faisant de l'extérieur. Ça, c'est la première réponse. Et donc, quand elle tond un mouton, elle est en train de pratiquer, elle est en train de faire de la pratique artistique. Et en même temps, elle est en train d'élever un mouton. Donc, la deuxième chose, et ça c'est dans les critiques qui se sont beaucoup intéressés à son travail, notamment Alan Kaproff, l'artiste américain, ce qui est cité par un des critiques. Je trouve que cette formule est très très jolie parce qu'elle vraiment elle caractérise tellement bien le travail de Barry. L'art ne donne pas forme à la vie, c'est plutôt la vie qui donne forme à l'art. Et je crois qu'on est vraiment dans... Et on ne rejette pas du tout l'idée, d'une certaine manière, que l'art puisse donner forme à la vie. Mais je trouve que c'est très intéressant chez elle à quel point, d'une certaine manière, concrètement, on voit comment la vie donne forme à l'art. Alors je parle comme si vous aviez vu l'exposition, évidemment. Et c'est peut-être là où on... Vous avez vu l'exposition, donc voilà. J'espère que vous l'avez bien tous vu. Oui, ils l'ont vu. Bon. Elle dit par exemple que le travail... Et puis à un moment donné, et puis elle va nuancer ça. Et donc d'une part, elle dit c'est en travaillant avec le mouton, c'est déjà de l'art. Et puis elle va le nuancer. Et je pense qu'en fait, c'est parce que c'est plus compliqué que ça. Et elle va dire, par exemple, que le travail à la ferme, elle le considère comme une forme de recherche pour son travail artistique. C'est en prenant part, en élevant des animaux, que je fais l'expérience des questions. Généralement, dit-elle, les gens dont on parle dans une histoire sont représentés par ceux qui les observent. Et elle dit, d'une certaine manière, ce qu'elle fait, c'est se mettre elle-même en scène dans ce qu'elle fait. Et je pense que toutes les performances qu'elle fait, mais je pense même le travail de la laine, etc., ce sont des processus où, en effet, elle est totalement dans l'image. Elle est totalement, je veux dire, elle n'est pas seulement la main qui fabrique un objet qui serait d'extérieur à elle, elle est devenue elle-même objet de fabrication, et c'est ce qu'elle nomme en disant, mais finalement, ce que je fais aussi, et le documentaire en est un, même si ce n'est pas elle la réalisatrice, on sent à quel point elle est présente. C'est pour ça aussi, je crois que ce documentaire est tellement extraordinaire. On sent que c'est un documentaire qui a été fait en collaboration avec une réalisatrice, visiblement, qui sait s'entourer de preneurs d'images absolument extraordinaires et qui a des idées extraordinaires d'images, et une artiste qui a guidé. Et elle dit, je fais des autofictions, et je pense que le documentaire, ici, est déjà cette forme d'autofiction. Et est-ce que ce n'est pas aussi un rapprochement alors qu'on peut faire avec votre domaine de compétences, si on peut dire, c'est-à-dire, on va dire, l'anthropologie au sens large, ce qu'on appelait, moi je ne suis pas du tout un spécialiste pour le coup, mais l'anthropologie participative, donc c'est-à-dire un peu l'idée que l'anthropologue finalement se fond, se camoufle, entre dans la société qu'il étudie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi je dirais, cette même progression dans sa discipline, en l'occurrence, que dans la vôtre? Alors, je vais peut-être un tout petit peu nuancer ça en disant qu'elle excelle là où les anthropologues gardent l'ambition d'eux. Elle se considère elle-même comme une anthropologue aux pieds nus. Hein, c'est comme ça qu'elle se qualifie. Mais je dirais que les anthropologues, ça m'étonnerait qu'ils se fondent. Parce que ils essayent. On n'oublie jamais qu'ils sont là, et on n'oublie pas parce qu'en fait, c'est très... En général, pas toujours, mais pour beaucoup de collectifs étudiés, l'anthropologue est utile.
au collectif. Par exemple, Philippe Descola, qui est quand même un anthropologue assez connu, raconte que par moments, sa présence dans une famille, dans le collectif dans lequel il vivait, était tout à fait bienvenue parce qu'ils étaient tellement violents et en guerre les uns contre les autres dans les familles que sa présence les protégeait parce qu'ils savaient que si un blanc était tué dans une rixe, alors là, le gouvernement allait intervenir, ils allaient avoir de très très gros ennuis. Et donc sa présence avait quelque chose d'apaisant. Ça, c'est quand même intéressant. D'autres anthropologues vont vous raconter, leur présence va être utilisée simplement pour des médiations avec l'administration ou pour des biens matériels ou pour les aider dans des problèmes juridiques et pour défendre leurs droits, etc. Alors que les anthropologues veuillent se fondre, tout à fait, c'est leur désir le plus cher. Mais Descola me disait aussi, parce que je l'ai quand même beaucoup interrogé sur sa pratique, qu'il ne fallait pas oublier une chose, c'était que qu'est-ce qu'il fait un anthropologue, un bon anthropologue, quand il arrive dans un collectif. Et il me racontait ça à propos d'une histoire absolument drôlissime que je lui avais racontée, qui n'était pas moi, hein, c'est pour ça que j'étais drôlissime, parce que je l'avais lu dans un article d'une anthropologue qui racontait que sa première recherche en anthropologie, elle était partie pour étudier les représentations de la reproduction et de la sexualité chez les Papous de Nouvelle-Guinée. Et elle était toute jeune, elle avait 25 ans. Et un jour, elle s'est dit, bon, il faut quand même que j'avance un peu dans ma thèse. Elle avait été demandée aux gens avec qui elle vivait, etc., comment est-ce qu'on fait les enfants, en disant comme ça, j'aurais des bonnes idées sur la représentation de la sexualité. Et les gens ont dit, écoute, on doit réfléchir, on te donnerait une réponse dans 2-3 jours. Donc c'est Monique Jeudi-Balini qui raconte ça dans un très bel article. Et 2-3 jours après, ils lui ont dit, la prochaine fois que tu vas en ville, va au planning familial, ils t'expliqueront. Et elle montre à quel point cette position d'anthropologue, naïf, etc., elle dit, j'aurais jamais osé poser la question, j'avais été chez les paysans berrichons, pourquoi est-ce qu'avec les Papous, j'ose. Et puis j'en parlais en racontant l'histoire, en riant à Philippe Descola, et il dit, mais ça c'est déjà la première erreur, l'anthropologue ne pose jamais de questions. Et ça, c'est intéressant. Et je dis, alors il fait comment? C'est très simple. C'est les sociologues qui posent les questions, les anthropologues ne posent pas de questions, justement parce qu'ils veulent se fondre, etc. Alors je dis, alors comment ils font? Il dit, c'est très simple. Un beau jour, tu es chez eux, ils t'ont accueilli, etc. Ils n'oublient pas du tout que tu es blanc, crois-moi. Et puis un jour, ils te disent, est-ce que tu sais pêcher? Comme tu n'as pas envie d'avoir l'air d'un con, il me dit, tu dis que tu sais pêcher, mais il dit, mais j'avais jamais pêché, moi. Et donc, il t'emmène à la pêche et puis il se rend compte après 3 minutes que tu ne sais pas pêcher du tout, mais qu'ils sont très gentils et très... Voilà, ils vont t'apprendre à pêcher et là, tu apprendras à devenir l'un des leurs en apprenant à pêcher avec eux. Et voilà, et c'est comme ça que fonctionne en principe l'anthropologue, c'est en se faisant initier, mais au sens le plus familier du terme, que ça se passe. Elle, je pense que alors j'ai pas beaucoup vu d'écrits sur la manière dont elle avait fait son apprentissage. Est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'elle n'en parle pas? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était de l'ordre de l'épreuve? C'est difficile à dire. Elle parle toujours. Moi, je remarque qu'elle parle toujours quand elle parle de sa pratique. Elle en parle au présent ou dans un passé très récent. Mais peut-être qu'il y a des textes que j'ai pas lus. Oui. Il y a 2 choses qu'on peut peut-être pointer par rapport à, sa formation sur le tas. Bon, d'abord, c'est que, je l'ai dit, elle n'est pas issue d'une école d'agriculture. Néanmoins, elle est issue d'une famille d'agriculteurs, sans doute pas, j'en suis presque sûr, spécialisée dans le mouton. Mais enfin bon, elle a vécu dans une ferme. Et alors, je pense que quand elle dit ou quand elle sous-entend qu'elle a appris au contact des bergers, parce que c'est une transmission d'un savoir, les aînés, j'imagine, enseignent la pratique aux plus jeunes. Elle fait aussi, je crois, le distinguo entre tous ces bergers. Parce que de la même manière qu'elle cite tous ces moutons par leur nom ou par leur numéro, ici, derrière, on a les fameuses houlettes qui représentent quand même, c'est le symbole de la bergère, c'est l'outil. C'est le prolongement du corps, comme le chien de berger est le prolongement du berger. C'est l'outil par lequel ils attrapent parfois le mouton par la patte, ou voire lancent des mottes de terre pour les dissuader d'aller plus loin dans le pâturage, etc. Et donc, en fait, toutes ces houlettes, dans la performance et dans l'installation d'Orlabarry, sont associés à des caractères de berger. Donc il y a le berger sophistiqué, il y a le berger mafieux, il y a le berger, je me souviens plus trop des noms, mais ce sont des caractères, des personnages, des personnalités, mais qu'elle croise dans son métier.
Et je sais par exemple que le berger sophistiqué, qui est très élégant, est sans doute celui qui lui aura appris le mieux le boulot, tandis que le berger mafieux est plutôt celui qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc je pense que quand on évoque les moutons ou qu'on évoque les bergers, il y a autant de différences en fait pour chaque individu. Mais ouais. Oui, alors, moi, je pense aussi, mais ça c'est une pure, ça c'est mon imagination qui travaille en faisant des analogies, c'est que quand on a travaillé sur les interviews que Michel, donc dans le livre composé avec les moutons, quand on a travaillé sur les interviews que Michel Meuret avait menées avec ses bergers, et en fait pourquoi est-ce qu'il interviewait des bergers, justement pour cette raison-là, c'est qu'il se posait la question de savoir en fait. La transhumance avait été pendant très longtemps abandonnée en France sous l'influence de la zootechnie, de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui avait imposé évidemment, il y a des quantités de raisons pour lesquelles l'INRA voulait rationaliser l'élevage, et donc plutôt que de les envoyer en montagne, etc., on a dit aux bergers, on a dit plutôt aux éleveurs, qui ont mis les bergers à la porte, ramenez vos boutons dans des étables, ramenez-les dans des hangars. Et pourquoi? Enfin, une des raisons qui était invoquée, c'était qu'il fallait rationaliser l'alimentation. Et donc, si vous faites pâturer des moutons, vous ne savez pas ce qu'ils mangent. Vous ne pouvez pas calculer. Donc, il vaut mieux, et comme les céréales étaient très bon marché, c'était plus simple de les ramener dans des hangars et de leur donner autant de grammes de céréales tous les jours, et puis on voit de combien ils grossissent, etc. Et donc, les bergers avaient été vraiment encouragés, enfin, pas les bergers, les éleveurs avaient été vraiment encouragés à ne plus pratiquer les transhumances, plus pratiquer le pâturage, etc. Et puis, à un moment donné, il s'est passé deux choses en même temps qui étaient embêtantes. C'est le prix des céréales a explosé et le prix de la viande de mouton est tombé à rien, avec la concurrence notamment des moutons d'Australie, etc. Et donc, à ce moment-là, nourrir les moutons aux céréales, c'était plus du tout possible. Et donc, à ce moment-là, on a réappelé des bergers pour refaire de la transhumance et pour repâturer. Sauf que plus personne n'était formé. Enfin, si, il y en avait, mais... Et donc, il y a plein de gens qui ont été appelés et qui n'étaient pas des bergers. Et donc, Michel Meuret, qui est un zootechnicien de l'INRA, mais qui est très, très, très résistant aux théories de l'INRA, et qui est d'ailleurs très marginal à l'INRA, s'était dit, mais c'est intéressant de savoir comment ces bergers ils ont appris. Bon, beaucoup sont allés à l'école du Merle, qui est l'école des bergers de France, mais où vont beaucoup de bergers en France. Mais l'école du Merle, vous ne sortez pas de là en étant berger. Vous avez appris des techniques, vous avez appris des médicaments, vous avez appris... Mais, voilà, mais comment est-ce qu'ils apprennent? Et ceux qui ne sont pas sortis du Merle, et même ceux qui sont sortis de l'école du Merle. Et en fait, il est allé les interroger, et c'est ça qui, moi, m'intéressait. C'est pour ça que je voulais retravailler tous ces interviews qui étaient restés dans des classeurs. Et je lui ai dit, on va retravailler ça ensemble. Je voudrais vraiment bien savoir ce qui... Et en fait, tous les bergers disaient la même chose. C'est les moutons qui nous ont appris. Et qu'est-ce que les moutons apprennent? Et en fait, les moutons, et c'est pour ça qu'on a finalement donné comme sous-titre, ils nous ont appris à leur apprendre. Et ça, c'est très intéressant. Je veux dire, cette formule, les moutons nous ont appris à leur apprendre. Donc, ça ne veut pas dire que les moutons... Et c'est vrai que ça ne pourrait pas être si simple que ça. Le mouton, il ne va pas vous dire... Attention, cette herbe-là, tu ne dois pas la laisser bouffer par mes copains. Non, bon, s'il ne sait pas, il ne sait pas. D'autant plus que la plupart des moutons, et ça c'était le drame de ces bergers, c'est que la plupart des moutons ne savaient rien, puisqu'ils étaient restés en hangar. Et donc il y a même des bergers qui plaisantaient en disant la première fois qu'ils sortent les moutons et qu'ils voient l'herbe, il y a les moutons qui sautaient de terreur en disant mais c'est quoi ce truc vert par terre, quoi. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc... donc, il ne fallait pas seulement que le mouton apprenne, puisque le mouton n'en savait pas beaucoup plus que le berger, il fallait qu'ils apprennent l'un de l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que les moutons ont appris à leur berger à leur apprendre. C'est vraiment une voie, pour moi, c'est vraiment l'idée. À l'époque, je n'avais pas encore Latour, ou je n'avais pas lu Latour sur cette question-là, mais c'est vraiment un truc d'une syntaxe particulière, c'est une syntaxe de la relation. C'est une syntaxe particulière. Apprendre quelqu'un à apprendre, c'est quand même pas mal, quoi. Et c'est quoi? Est-ce que c'est la voie active? Est-ce que c'est la voie passive? Et c'est ce que Bruno Latour m'apprendra, le philosophe, Bruno Latour m'apprendra à reconnaître, parce qu'il nous a apporté énormément avec cette idée. Il dit, il y a des tas de verbes, il y a des tas d'actions où on ne peut pas dire qui est à l'origine de l'action, où on hésite. Et c'est ce qu'il dit, les Grecs avaient une syntaxe pour ça, ça s'appelait la diathèse moyenne ou la voix moyenne. Et par exemple, alors moi j'ai retravaillé là-dessus il y a 2 jours d'ici, et je suis allé lire deux, trois grammairiens
de grec et pour un petit peu voir un petit peu techniquement comment ça se dit ça. Parce que Latour utilisait des expressions qui nous sont contemporaines. Et en fait, j'ai trouvé 2 jolis exemples chez les grammairiens que Latour n'utilise pas parce qu'il utilise une autre série de verbes. C'est « je me suis brûlé ». Ce qui se traduirait en français, donc du grec ancien, « je me suis brûlé ». En fait, ça dit bien ce que ça veut dire. Ou bien « je suis persuadé ». Ben, ça, c'est la voix moyenne. Ça, c'est quelque chose qui, en grec, peut prendre la voix moyenne. Pourquoi? En français, est-ce que c'est la voix active ou la voix active? Je me suis brûlé. Ben, normalement, c'est la voix active. Activement, je me suis brûlé, mais c'est quand même pas moi qui m'a brûlé. Donc, ça devrait... En fait, ça, d'un point de vue du sens, c'est la voix passive. Et la syntaxe est active. Eh ben, on est dans une affaire de voix moyenne. C'est-à-dire, quelque chose m'a fait faire. Le feu m'a fait me brûler. Et je suis persuadée, c'est la même chose. Je suis persuadée, ça pourrait être considéré comme la voix passive, puisque c'est un qualificatif sur le verbe être, sur la voix passive. Mais en fait, si je suis persuadée, c'est que quelque chose ou quelqu'un m'a persuadée. Je ne me persuade pas moi-même, ou bien alors je le précise. Et Latour utilisé comme expression pour dire ça, c'est les verbes comme susciter, inviter, mobiliser, séduire, convoquer. Tout ça, c'est des verbes à la voix moyenne. C'est donc des faire-faire. Et je pense qu'apprendre à apprendre, on est dans un registre qui n'est pas le registre syntaxique propre de la voix moyenne, mais on est dans le courant de pensée de la voix moyenne, puisqu'on ne peut plus savoir qui est à l'origine de l'apprentissage. Et j'ai le sentiment intuitivement que c'est comme ça aussi que c'est arrivé à Orlabarry. Et dans ce très beau livre que vous avez coécrit avec Michel Muret, j'avais justement pointé ceci, et ça débouche sur une belle formule, je trouve. Donc cette question que les bergers tirent finalement leur leçon des brebis, que ça passe en fait par l'observation dans des situations ou pour des choses très, très concrètes, mais essentielles, puisque le but du berger, c'est de bien faire manger ses brebis. Donc elles doivent être paisibles, il doit y avoir un rapport de confiance, etc. Et donc la question du choix de la nourriture est forcément essentielle dans le pâturage. Et il y a un passage où, d'après donc les témoignages de Jean-Pierre, c'est ça, il se rend compte en fait qu'il se demande pourquoi est-ce que la brebis mange telle plante plutôt qu'une autre, ou voire même pourquoi il mange cette pousse-là de telle plante plutôt qu'une autre pousse. Et alors, il se dit, voilà, parce qu'il y a pas mal de citations, forcément, c'est des témoignages, pourquoi elle mange celle-ci et pas celle-là? Attends, et oui, elle est un peu plus rêche. Et là, vous dites, Jean-Pierre, le berger qui n'est pas botaniste, vous écrivez donc qu'il est devenu herbivore avec ses doigts. En fait, c'est une sorte de métamorphose, c'est presque une mutation. Et je pense que là, c'est aussi un sujet qui rejoint vos préoccupations, ou même le sentiment qu'a Orla de devenir un peu une brebis, un mouton parmi les brebis. Alors, c'est vraiment intéressant ça, parce que c'est en fait les chiens de berger, en tout cas les patous, c'est ça qui leur arrive. Mais eux, c'est depuis la plus tendre enfance, ils sont indistincts des moutons. Ils se prennent eux-mêmes. Est-ce qu'ils prennent les moutons pour des chiens ou est-ce qu'ils se prennent pour un mouton? C'est un peu difficile à savoir, mais la question, je pense que des questions d'identité sont des mauvaises questions, même pour les humains. Donc, aller demander si un chien se prend pour un mouton, c'est déjà une question d'identité. Donc, si on pense déjà que les questions d'identité sont mauvaises pour les humains, il vaut peut-être mieux ne pas affubler les animaux autres qu'humains avec ça. Par contre, des questions de subjectivité, ça c'est intéressant. C'est quel type de subjectivité incorpore-t-on? On peut dire le patou incorpore une subjectivité qui qu'il vit comme la subjectivité du mouton. Voilà. Pas la subjectivité du mouton lui-même, mais ce qu'il vit comme la subjectivité du mouton. Si je précise ça, je fais ces petits décalages, c'est parce que moi j'avais proposé, il y a quelques années d'ici, qu'on ne pense plus dans ces cas de figure qu'il s'agit d'un devenir autre, à la Deleuze, devenir animal, devenir femme, etc., mais qu'il s'agissait plutôt d'un devenir avec. J'avais constaté, par exemple, et ça me paraissait plus intéressant de penser en termes de devenir avec, et je pense qu'Orlabarry est dans ce cas de figure, définitivement, que le devenir avec est moins ambitieux,
Mais au moins, on ne squatte pas l'intériorité des autres et on ne prétend pas pouvoir être l'autre sans tout le travail et les souffrances, etc., que ça demanderait. Par contre, devenir avec un mouton, c'est à la fois une métamorphose de soi, de sa propre subjectivité, qui devient une subjectivité qui est capable de faire hum, 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 et d'obtenir une réponse. Ça marche, ça fonctionne, il y a prise. Et à la fois de sentir qu'est-ce qui fait que le mouton est bien et qu'est-ce qui fait que soi-même est bien avec le mouton. Et le devenir avec me semblait intéressant parce que ça évitait aussi cette idée, vous savez, quand on... Comment le dire? Souvent, on reproche aux gens qui travaillent avec les animaux, que ce soit des scientifiques, etc., vous prétendez pouvoir vous mettre dans leur tête, mais en fait, vous ne pouvez pas. Il y a des articles célèbres en éthologie, ce que ça fait d'être une chauve-souris, où l'auteur finit par dire, vous ne pouvez pas le savoir, c'est pas possible, etc. Bon. Eh bien, on s'en fout. Il n'y a aucun intérêt dans la tête d'un autre. Je dis d'abord, pourquoi dans la tête et pas dans les fesses, quoi? Soyons plats. Non, mais c'est vrai, pourquoi dans la tête, quoi? C'est comme si tout se décidait dans la tête, quoi. C'est vraiment encore un problème de moderne occidental contemporain. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, pourquoi? En quoi est-ce que ce serait intéressant? Ce qui est intéressant, c'est d'être dans le monde de l'autre, de commencer à capter approximativement ce qu'on peut imaginer que l'autre capte. Et ça, vous pouvez le voir, ce que l'autre capte. Je veux dire, pas tout, mais vous voyez bien à quoi l'autre être avec qui vous vivez, vous voyez bien au bout d'un moment à quoi il est sensible. Quand, par exemple, il dresse ses oreilles, quand il a peur, quand il est triste, quand il est joyeux, quand il est... Voilà, bon, bref, ce qu'il aime bien, voilà, on mange avec ses doigts. Ça, c'est un être avec. Devenir botaniste avec ses doigts ou devenir gastronome avec ses doigts, c'est un devenir avec. Et moi, j'ai le sentiment qu'Orla Barry, c'est vraiment ça qui la traverse. Quand on la voit marcher avec ses moutons et que le rythme... En plus, c'est vraiment marrant parce qu'on voit que le rythme change. Je veux dire, si on la suit, on verrait que le rythme change. Elle ralentit très faiblement, les moutons accélèrent, elle accélère un peu, etc. Ça, c'est un devenir avec. Et c'est un devenir avec qui n'a pas cette espèce d'ambition toujours un peu neuneux chez nous, qui est on va avoir de l'empathie pour l'autre. Ça marche pas comme ça. Et surtout pas en se mettant dans sa tête ou en essayant d'imaginer ses sentiments, mais en essayant d'habiter un monde qu'on peut imaginer être habité par l'autre. Et ça, c'est un devenir avec. Et c'est ce qu'elle crée. Je vais dire même dans les... Alors, à un moment donné, il y a un texte, je crois qu'on l'entend dans la performance. Je ne sais plus si on l'entend dans la performance. En tout cas, je l'ai lu dans les performances qu'elle fait, où elle va à un moment donné parler du fait d'amener un mouton donc dans ces espèces d'expositions. Je ne sais pas si c'est des concours. Oui, là, il s'agit vraiment d'un concours. Elle est parfois d'ailleurs exposante, où on la voit présenter sur la ligne avec ses collègues le mouton, ou alors quand elle met sa belle cravate, elle est juge à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et donc, elle raconte, donc elle fait une espèce d'autofiction à nouveau, où elle met là en scène un des juges qui vient palper un mouton. Et à un moment donné, le dialogue, il y a une rupture dans le dialogue et c'est le mouton qui se met à parler et qui se met à juger le juge de la manière dont il le palpe, dont il le juge, etc. Et c'est magnifique. Mais évidemment, un mouton, je ne vais pas vous faire le coup de vous dire évidemment, c'est bien qu'un mouton ne parle pas, etc. On s'en fout. Mais déjà, elle essaye de voir, tiens, mais dans un monde de moutons, qu'est-ce que ça fait un humain qui vous palpe? Rien que déjà d'imaginer ça, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Ce qui, je vais dire, c'est approximativement vrai. On ne pourra pas espérer mieux, mais c'est déjà beaucoup. Est-ce que le devenir alors avec, c'est quand même pas compatible pour alors repartir alors sur Deleuze et cette image qu'il donnait de la guêpe et de l'orchidée qu'il avait sans doute reprise, j'imagine. Voilà. Et j'avais pointé dans un des livres, je pense que ça doit être bête, c'est ça? Oui. Le terme de donc l'effet d'imprégnation ou l'effet d'involution. Et alors, vous mentionnez la symbiogenèse de la biologiste Lynn Margulis, qu'évoquait Donna Haraway, qui est une
philosophe que vous connaissez bien, dont vous avez d'ailleurs signé la préface du manifeste des animaux compagnes, et qui disait qu'elle a incorporé sa chienne Miss Cayenne Pepper. Alors est-ce que c'est quand même aussi une manière de devenir avec, comme la guêpe, avec l'orchidée? En fait, on a un florilège de beaux exemples Oui. qui sont tous des devenir avec et ils sont tous différents. Et c'est ça qui est joli, c'est que avant de pouvoir les rassembler sous le terme de devenir avec, on peut déplier qu'est-ce que ça veut dire se devenir avec. Alors j'ai commencé par la guêpe et l'orchidée. Oh, La guêpe et l'orchidée, c'est parce que c'est trop beau ça. Ouais, mais je vais le prendre par un autre bout que Deleuze. Deleuze donc le reprend chez Jacob von Uexküll, qui est le biologiste qui est, je crois, le plus influent pour beaucoup de gens, d'éthologistes aujourd'hui, dans la mesure où il a demandé qu'on change de perspective et qu'on essaie de comprendre les animaux, non plus comme on le pensait à l'époque, on est au milieu du XXe siècle, en termes de tropisme, de conditionnement, etc., comme les biologistes essaient souvent vraiment à réduire les capacités animales, mais qu'on essaie d'imaginer que l'animal, en fait, il est dans un monde perçu. Et que ce monde perçu fait de lui un sujet. Pourquoi ? Parce que, alors, il prend un exemple très simple. Umwelt, c'est l'Umwelt. Alors, l'exemple très simple de l'Umwelt, c'est pourquoi le crapaud, à côté de la sauterelle immobile, ne mange pas la sauterelle. Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de l'attraper ? Mais parce qu'une sauterelle immobile, ça n'existe pas. Dans un monde de crapauds, la sauterelle n'existe que comme mouvement. Et si la sauterelle saute, elle est cuite. Façon de dire. Et donc, ce que dit Deleuze, c'est que les animaux vivent dans un monde de perception. Pardon, von Uexküll, les animaux vivent dans un monde de perception du fait de leur équipement sensoriel. La moule Lampsilis n'a pas d'yeux, elle ne voit pas. Donc, elle est dans des mondes plutôt de perception, probablement chimique, etc. Donc, du fait de leur équipement sensoriel, les chauves-souris, etc., ont des mondes perceptifs très différents. Mais il n'y a pas que ça. Ils sont aussi dans un monde de perception de ce qui leur importe, de ce qui compte pour eux, de ce qui les intéresse. Donc, il est fort possible, par exemple, que le crapaud ne voit pas les fleurs, ne les perçoive pas parce que ça ne compte pas pour lui. Et Deleuze reprendra d'ailleurs l'exemple type de von Uexküll, qui est de dire une tique est dans un monde qui se compose de 3 ou 4 objets. L'odeur de l'acide butyrique que dégagent les mammifères, la chaleur, le sens tactile des poils, bref, 3-4 perceptions et ça compose un monde de tiques. Et puis le monde des chiens est déjà beaucoup plus complexe, c'est des mondes d'odeur, c'est des mondes de vision aussi, puis il y a des mondes très compliqués, des mondes qui sont en apparence plus simples. Je dis bien en apparence parce que je me dis que comme nous n'avons pas accès au monde des phéromones, il y a peut-être une grammaire des phéromones et un vocabulaire des phéromones qui défierait le meilleur de nos dictionnaires et que nous n'en savons rien du tout. Mais comme nous avons décidé que c'était par la parole et par la vision que nous étalonnons les autres êtres, c'est plus mal barré. J'essaie de revenir à la guêpe et l'orchidée. Donc Deleuze va partir de l'idée de von Uexküll, la guêpe et l'orchidée, et va parler d'une coévolution. Pourquoi ? Parce que la guêpe, d'une certaine manière, puisqu'elle féconde l'orchidée, ont coévolué ensemble. Et c'est ce que Deleuze appelle des noces contre nature. Et c'est ça le phénomène d'involution, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer l'évolution par filiation, on considère aussi qu'il y a des transformations sur lesquelles opère la sélection naturelle qui se font transversalement. La guêpe favorise, façonne en quelque sorte la fleur de l'orchidée. La fleur de l'orchidée ressemble, alors c'est là où j'arrive à plutôt du Donat-Haraway que du Deleuze. En fait, la fleur de l'orchidée ressemble à l'image que se fait la guêpe mâle d'une guêpe femelle. Donc, ce n'est pas que la fleur de l'orchidée ressemble à une guêpe femelle, non. Elle ressemble à l'image que la guêpe mâle se fait de la guêpe femelle. Autrement, ça ne marcherait pas. Et c'est là où le devenir avec devient intéressant. Oui, ça, c'est un devenir avec particulier. Et quand je disais donc être dans la tête des autres, etc., non. Par contre, se forger, d'une certaine manière, une conception qui n'est pas la conception de ce qu'est l'autre, mais de l'image qu'il se fait, soit de sa femelle, soit de son monde. C'est comme les anamorphoses dans l'art, en fait. Voilà, c'est les anamorphoses. Oui. Alors, les anamorphoses, ça, c'est un sujet super passionnant. Chez Souriau, Étienne Souriau, j'ai trouvé un passage chez Souriau, mais il est encore mieux expliqué chez David Lapougeage, pour tout vous dire. C'est les existences moindres, si mes souvenirs sont bons. Souriau explique c'est quoi une anamorphose. C'est très, très beau.
Là, on est en plein dans le domaine de l'art, donc on reviendra aux animaux après. Une maman a laissé son petit garçon jouer seul dans le salon. Elle est à la cuisine. Et le petit garçon s'est mis à faire une sculpture pour sa maman. Il est allé chercher un vase, il est allé chercher des couverts, il est allé chercher 2 serviettes, etc. Et il fait un assemblage d'objets dont il pense qu'il est très joli et que ça va faire super plaisir à sa maman. Et la maman arrive distraite de la cuisine, a besoin de la serviette, l'enlève, et puis le petit garçon se met à ranger. Et le petit garçon éclate en sanglots. Et la maman lui demande, mais essaye de le conseiller, il lui demande ce qu'il a. Et puis le petit garçon explique et la maman dit, excuse-moi, je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose. Voilà ce que c'est qu'une anamorphose. Et ce qui est intéressant dans l'anamorphose, et ça touche vraiment à des sujets moi, qui me préoccupent beaucoup, pourquoi ça m'intéresse, et on revient à ces problèmes de subjectivité, de devenir avec, de projection et compagnie, est-ce qu'on peut vraiment comprendre un animal, dans quelle mesure, quelle est l'exigence de vérité qu'on doit s'infliger ou à laquelle on doit se soumettre, c'est que Souriau va dire que l'anamorphose, la caractéristique de l'anamorphose, c'est que quand il y a une anamorphose, vous devez vous situer à un certain point précis, géographique, topographique, face au tableau, ou pas face au tableau, parce que ce n'est pas nécessairement en face, ou face à la sculpture, pour pouvoir le percevoir. Ça veut dire que l'anamorphose n'est jamais subjectivement perçue. Vous ne pouvez pas dire c'est ma subjectivité qui fait que je la vois ou que je ne la vois pas. Vous ne la voyez pas parce que vous n'avez pas obéi à ce que le tableau exigeait de vous pour pouvoir la voir. Et donc, toutes les qualités de l'anamorphose, c'est pour moi ce que j'appellerais l'optimum de l'objectivité. C'est quand vous apprenez à obéir aux règles de l'objet pour percevoir ce qu'il vous demande de percevoir, ce qu'il vous invite à percevoir, ce qui appelle à être perçu et ce qui a été fait pour être vu, mais pas n'importe comment, aux conditions du tableau lui-même. Et donc, quand vous dites la subjectivité, je vois dans le tableau tout ce que je veux voir, l'art conceptuel, c'est sympa parce que personne ne parle comme ça ici, hein, mais parfois on peut l'entendre, hein, parce que chacun, il projette ce qu'il a envie. Il y a parfois des artistes aussi qui vous font ce coup-là. Non, zut, quoi, il fait son travail, merde. Je vais bien fabriquer des récits à partir de ça, mais un minimum de travail quand même. Eh bien, je trouve que c'est vraiment intéressant de penser que l'anamorphose et que certaines œuvres d'art, c'est ça, elles exigent de vous mettre dans une certaine position sans lesquelles vous ne verrez rien. Ou bien elles exigent de vous d'avoir eu de la curiosité, etc., etc. Ce qui exige l'orchidée de la guêpe. Alors, qu'est-ce qu'elle exige, l'orchidée de la guêpe ? Peut-être. Alors, je ne sais pas ce qu'elle exige, l'orchidée de la guêpe, mais elle exige en tout cas que la guêpe accepte de jouer le jeu. Voilà. Et il est fort possible qu'il y ait dans ces histoires des leurs que la guêpe, elle joue le jeu en disant c'est pas tout à fait comme ça que je l'imaginais, ou c'est pas tout à fait comme ça que je voyais les femelles ou que je connais les femelles. Mais que cette marge de l'heure, elle est jouée parce que ça en vaut la peine. Peut-être parce que ça, c'est les propositions des biologistes, des philosophes biologistes, comme Natacha Meyer, c'est de dire, et peut-être que les guêpes, elles y prennent du plaisir dans la visite des orchidées. Et peut-être qu'il y a des affaires comme ça et que c'est pas simplement une affaire de je butine, je pollinise, etc., etc. Donc ça, c'est le premier développement. Donc, alors, devenir avec, ça peut prendre des formes aussi étonnantes que celle-là. Alors, et si on devait comparer Orla Barry à tous ces devenir avec, et je me dis, comme artiste, elle est aussi artiste avec ses moutons. Et là, on trompe sur quelque chose qui était un autre point de la discussion qu'on pouvait avoir. Et on revient sur le point, moi, qui m'intéresse énormément dans son travail, c'est cette impossibilité ou cette mise en brouillage des frontières entre ce qui est art et ce qui n'est pas art. Et ça, je pense, alors, elle n'est pas la seule à le faire, mais elle le fait de manière tellement engagée, tellement jouissive pour moi, tellement jubilatoire, tellement belle en plus. Parce que, je ne sais pas, vous voyez le documentaire, vous voyez cette femme, elle est d'une beauté incroyable, quoi, je veux dire, elle rayonne. Et dans tout le film, elle marche dans la boue avec des grosses bottes, elle a de grosses salopettes, elle joue je ne sais pas très bien ce que c'est, du corps ou quelque chose de C'est sa copine, c'est qui joue. Ah oui, c'est sa copine. Voilà. Et aussi artiste. Voilà, et par moments, elle est très massive, etc. Elle rayonne de beauté. Mais ça fait partie aussi, je vais dire, de la fabrique d'une œuvre
où on ne sait plus si l'œuvre c'est les moutons, si c'est elle-même, si c'est les autofictions, si c'est ce qu'elle nous rapporte, si c'est les pulls en laine, si c'est le tas de laine, si Elle revendique le rouge à lèvres. Hein. Elle revendique. Ah oui, en plus, elle a des très beaux rouges à lèvres. C'est vraiment, moi, ça me touche beaucoup, ce genre de choses. Et donc, oui, voilà. Et là, on retrouve finalement des choses qui ont été dites à propos d'une manière de la création contemporaine, de l'originalité de certains jeunes créateurs contemporains. Oui, c'est ce que le critique polonais, donc, qui est cité dans un des articles du catalogue, appelle le post-art. Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'idée en fait que l'art, finalement, à un moment donné de son histoire, dans les années 60-70, est dépassé. C'est-à-dire que certains artistes font de l'art en faisant autre chose, ou en tout cas font de l'art sans que ça ait l'air, a priori, d'en être. Et ce n'est peut-être que quand l'artiste bergère expose dans un musée que là, peut-être, la dimension et la valeur artistique prend tout son sens. Et moi, je trouve que les houlettes sont assez symptomatiques de cette chose-là, parce que ce sont des véritables outils de berger, et en même temps, ce sont des œuvres d'art qui sont tout à la fois statiques quand elles sont, comme aujourd'hui, présentées dans la salle d'expo, mais qui sont aussi des objets performatifs, comme les bâtons de parole, puisque l'actrice, la performeuse qui dit les textes d'Orla dans la performance s'empare d'un des bâtons, d'une des houlettes, pour incarner tel ou tel berger. Alors là, moi, ça m'intéresse d'autant plus que on pourrait penser bien sûr que la question de savoir si c'est de l'art une fois que ça entre dans un musée, qui était une question que posaient Duchamp, que poseront évidemment pas mal d'artistes, que pose très bien Alfred Gell notamment, qui est un théoricien, un anthropologue social de l'art, qui est décédé maintenant, qui a écrit un livre qui a été publié sous un titre un peu raté. Le titre est raté, c'était en anglais à l'origine, c'était Art and Agency. Et lui, il a traduit par l'art et ses agences, ce qui est un peu dommage. Mais bon, à part 2-3 erreurs de traduction, notamment sur la question d'agentivité, qui est confondue avec l'intentionnalité, ce qui est une catastrophe de traduction. Mais le livre est relativement bien traduit et est passionnant. Donc Alfred Gell, G-E-2-L, l'art et ses agents. Et en fait, ce que Gell se posait aussi à cette question, c'est qu'est-ce qui fait que quelque chose est artistique, en fait. Voilà, bon, je sais bien que je ne suis pas artiste moi-même, je ne suis pas du tout historienne de l'art et je ne connais pas grand-chose, mais moi j'aime bien les animaux et par moments, les animaux me conduisent à m'intéresser à l'art parce qu'ils font des pièges et que les pièges sont de vrais objets qui sont étrangement des objets d'art. Un piège animal souvent, et que les chasseurs qui piègent les animaux, eux aussi, ont appris d'une certaine manière à manipuler des pratiques artistiques. Et Gell disait, finalement, est-ce que c'est le fait d'être dans un musée qui fait... Et il dit, c'est pas des bons débats. C'est pas des bons débats, on va jamais en sortir avec ça. En revanche, qu'est-ce qu'elle est la caractéristique d'une œuvre d'art? C'est qu'elle vous capture, c'est qu'elle vous séduit, qu'elle vous fascine, etc. Et en fait, quand je vois, c'est une des définitions de Gell. Et quand vous entendez ça, vous vous dites, tiens, mais c'est la définition d'un piège. Finalement, un piège ou un leurre animal, une toile d'araignée, par exemple, c'est quand même une chose magnifique. Et si elle est faite elle est peut-être faite aussi pour capturer le soleil et la rosée. Et donc, ce piège magnifique, qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre d'art? Quand Thomas Saraceno l'aimait au Palais de Tokyo, c'est une œuvre d'art. Mais est-ce que c'est ça qui fait que c'est une œuvre d'art? Saraceno vous dirait que non, que c'est pas le fait d'être entré, que la frontière, elle passe pas par là. Ça, c'est le premier point. C'était assez joli, d'ailleurs, juste une boutade en passant, parce que j'aime trop Souriau, pour ne pas le mentionner. Souriau se posait la question de savoir est-ce que les animaux peuvent être des artistes. Et il va parler à un moment donné des nids, des pièges, etc., etc. Et surtout des leurres. Les leurres, les pièges et compagnie, en fait, tout ce que les animaux inventent pour faire croire quelque chose aux autres animaux, aux femelles, à leurs prédateurs, etc. Et Souriau dit, il ne faudrait quand même pas oublier ce que Jean Pauluan disait. Je me souviens même qu'il citait Jean Pauluan. L'art est mensonge.
Et puis Soriou qui continue, très vieille France. C'est un fait regrettable, mais c'est un fait positif. Et puis il continue, car en quoi consiste le mensonge si ce n'est faire exister de l'être à partir, de créer de l'être à partir du néant dans la pensée d'autrui. Qu'est-ce que c'est? Un mensonge, c'est ça. C'est créer de l'être à partir du néant. Moi, mon père, il est général. Ça suffit. J'ai créé de l'être à partir du néant, mon père n'étant pas général, dans la pensée d'autrui. Si vous me croyez, maintenant, vous avez un général dans votre tête quand vous me regardez. Non? Bien. Si vous voulez bien oublier le général, j'aurais préféré utiliser un autre exemple tout compte fait. J'ai pété très maligne sur ce coup-là. Mais donc, créer de l'être à partir du néant dans la pensée d'autrui, on retrouve par exemple ces premiers peintres romains qui arrivaient à peindre des raisins tellement, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, tellement véritables que les merles ou les pies ou les grives venaient les picorer. Et à qui on disait, regarde quel talent tu as, il répondait non, puisque c'est un enfant qui les tient par la main. Si l'enfant était si réaliste, elles auraient dû avoir peur et ne pas venir. Donc cette espèce d'idéal, à la fois du mimétisme parfois, parfait, et à la fois de l'illusion, où là on oscille. Donc moi j'en reviens à cette histoire de la différence, en fait, est-ce que ça rentre dans le musée, etc. De dire, bon, je laisse tomber cette question-là parce que je la trouve pas ni intéressante, je ne suis pas à la hauteur pour cette question-là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à la hauteur, mais moi je ne me sens pas capable, mais plutôt d'adopter le parti pris, en effet, de Alfred Gell, et de dire les œuvres d'art sont des objets sociaux, et elles ont comme puissance, leur puissance, c'est de bouger, c'est de faire bouger les autres, de les affecter, de les faire agir. J'allais dire de les affecter. Voilà, et de les empêcher d'agir. Un bouclier qui suscite la terreur chez l'ennemi, un bouclier, c'est un très bel exemple. Quand vous avez un bouclier, eh ben, il fait à la fois faire à celui qui le tient, qui est 2 fois plus téméraire, puisque plus protégé, et à la fois faire à l'ennemi, qui peut être captivé par le bouclier, qui peut être effrayé parce que les boucliers sont souvent surdécorés, etc. Pourquoi est-ce que l'armée française, je ne sais pas comment était l'armée belge au 19e, était tellement chamarrée, du rouge vif, parce qu'il s'agissait d'impressionner. Le camouflage est venu tout gâcher. C'est devenu triste comme tout dans le camouflage. Voilà. Bon. On avait dit qu'on parlait du camouflage, mais je ne sais plus à quel sujet. Mais je vais terminer avec ceci, c'est que ce que j'ai trouvé très intéressant et dans votre article et dans les articles des critiques, c'est d'une certaine manière que, en fait, ce que Orla Barry faisait, ainsi que quelques-uns de ces jeunes ou moins jeunes artistes contemporains, c'était d'une certaine manière de brouiller les frontières avec le fait que, alors je vais simplement nommer c'est Sébastien Chico. Oui, c'est difficile à dire. Voilà, bon, voilà. Chicochi, voilà. Il écrit ceci: les mécanismes par lesquels les experts nomment, désignent ou élisent et séparent les choses peut effectivement limiter les transferts entre des mondes en apparence aussi éloignés que l'art et l'agriculture. Alors, pour la politique muséale, dit-il encore, le travail de Barry et d'autres, travaillant à l'interface de disciplines diverses, est inflammatoire. Il peut en effet empêcher l'institution de se retrancher dans les définitions et les protocoles sanctionnés pour séparer l'art du non-art et la création artistique des autres domaines de la connaissance et de la non-connaissance. Et donc voilà la raison pour laquelle il propose de qualifier cela de post-art, en disant ce n'est surtout pas du non-art. Non, il y a une revendication à une pratique artistique, mais en rejouant les frontières entre les disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est que Barry non seulement rejoue les frontières entre disciplines, travail et pratique artistique, mais même entre les autres disciplines, puisque d'une certaine manière, elle joue à la fois dans la ferme et au musée, mais elle joue aussi dans la littérature, dans la performance, dans la chanson, dans la poésie, dans la vidéo. Bref, elle joue, je vais dire, et beaucoup dans l'écriture. Ce qui veut dire qu'en effet, aussi, ces frontières disciplinaires, si vous avez vu, par exemple, le poème incandescent qui passe, qu'est-ce que c'est? C'est un objet, c'est une chose, c'est un poème, c'est une vidéo. En fait, on ne sait plus du tout, et ça, c'est ça aussi qui était intéressant. Et je pense que la question des frontières, comme quelque chose qui deviendrait inutile et inintéressant, ben en fait, ce serait
ce serait en effet, et alors ça je me réfère à ce critique, il dit c'est peut-être l'étape suivante de l'évolution biologique de l'art. Non pas comme croissance ou décroissance, une accumulation, alors c'est très joli, une accumulation de valeurs et de... je crois que c'est Orla Barry qui dit ça, que sa décroissance serait une accumulation de valeurs et de signification plutôt qu'une accumulation de biens surnuméraires et inutiles, excédentaires. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans le timing? En tout cas, peut-être avant de proposer de donner la parole au public, moi je voulais peut-être juste rajouter peut-être ceci par rapport à cette idée d'une définition de l'objet d'art, alors plutôt comme quelque chose qui nous affecte, et alors de glisser vers cette idée que une chose, quelle qu'elle soit, un objet d'art ou autre chose en dehors de ce domaine-là, ne doit pas nécessairement être bonne ou mauvaise dans l'absolu, selon des critères comme ça objectifs, mais que ça induit aussi une relation subjective, etc. Et ça me fait penser à ce que Spinoza, Deleuze a beaucoup parlé de ça, de Spinoza et de son éthique, en disant finalement une chose, elle peut être bonne ou mauvaise dans telle ou telle situation, et ça dépend aussi de quelle est la personne qui va rencontrer cette chose. On fait des bonnes ou des mauvaises rencontres, mais l'objet en tant que tel peut être le même en fait dans ces deux situations. Une même chose peut être tantôt bonne, tantôt mauvaise. Et j'ai l'impression que là aussi on est dans le brouillage des frontières que vous appelez d'une certaine manière par votre façon d'élargir tous ces champs de réflexion. Alors, j'ai vraiment envie de vous donner raison sur un point qui me touche particulièrement. Plutôt de partir, je ne sais pas si c'est là que vous aviez envie que j'aille, mais de toute façon, je vais y aller, vous le savez bien. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est que la pratique d'Orla Barry pourrait, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, susciter quantité de jugements moraux du type, mais de toute façon, elle finit par les tuer, ces moutons. Ou elle finit par les vendre. Et il est vrai, et là je reprends une phrase de la primatologue Thelma Rowell, qui est devenue éleveuse de moutons après sa retraite, pour une raison très simple, c'est que toute sa vie elle a travaillé avec des singes, et quand elle arrive à la retraite, elle se pose une question, qu'elle se posait sans doute depuis quelques années, parce qu'elle est vraiment futée cette femme-là. On dit toujours que les singes sont tellement intelligents, mais finalement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas parce que c'est nos proches cousins? Et finalement, comme c'est nos proches cousins, quand on leur posait des questions, on leur posait des questions intelligentes, quoi. Est-ce que tu peux mentir? Est-ce que tu as conscience de toi? Est-ce que, etc., etc. Mais est-ce qu'on a posé les mêmes questions aux autres? Par exemple, aux moutons, qu'est-ce qu'on leur demande, généralement? Et elle dit, parce que une anglaise, hein, on leur demande comment ils transforment de l'herbe en gigot. L'humour anglais est impayable. Mais je suis allée la voir, je suis allée l'interviewer, toujours quand je faisais mes enquêtes au sujet parce que je commençais à m'intéresser beaucoup aux moutons à une certaine époque, pour les raisons même de Thelma Rowell, en me disant, mais finalement, est-ce qu'on a posé aux moutons des questions qui permettraient de dire qu'ils sont beaucoup plus cons que les singes? Et Thelma Rowell va faire le pari, c'est ça qu'elle va faire pendant sa retraite, elle va prendre un troupeau de moutons et elle va commencer à leur faire passer les questions qu'on posait aux chimpanzés. Est-ce que vous avez des comportements sociaux? Est-ce qu'ils sont sophistiqués? On dit que les chimpanzés se réconcilient après les bagarres. Est-ce que vous faites quelque chose qui ressemble à ça? Oh oui, tiens, les moutons se réconcilient. Pourquoi est-ce qu'on ne le savait pas? On avait de très bonnes et très mauvaises raisons de ne pas le savoir. Mais toujours est-il qu'un jour, alors que j'étais chez Thelma Rowell et qu'on filmait Thelma Rowell et que tout était très joyeux et qu'on trouvait ces moutons magnifiques gambadant avec eux dans les prés et tout, un jour elle a dit, bon, aujourd'hui on va manger un mouton. Je dis, ah oui, un de mes moutons. Bon, elle l'avait déjà tué depuis pas mal de temps, donc elle ne m'a pas obligée, ce qui aurait été peut-être dur pour la citadine que je continue à être. Et je lui ai dit, comment est-ce que vous vivez ça? Elle m'a dit, si vous savez, si vous décidez de laisser les moutons avoir une sexualité totalement libre, vous devez aussi assumer qu'à un moment donné, votre prairie, elle va être trop petite. Donc, vous devez trouver des solutions. Et une solution responsable, c'est de se dire que de temps en temps, c'est les choses qu'on doit faire. Et alors, elle mange les moutons. Je ne dis pas qu'elle a raison. Je ne prendrai jamais position en faveur ou non d'une alimentation végétale. Je prends en faveur... Enfin, je suis plus pointu là-dessus. Il y a des viandes que je trouve mal de manger.
Mais la question, je n'ai pas envie de la trancher, c'est une question politique et ça se discute, sans jugement nécessairement. Et je disais donc Orla Barry me paraît ici tenir à la fois avec énormément de cohérence et de rigueur. Toutes ces questions-là, elle les tient. Mais il est vrai que quelqu'un qui viendrait avec un jugement du type « Oui, mais vos moutons, vous les tuez quand même, alors vous ne pouvez pas prétendre les aimer », c'est là où ce qu'on appelle le pharmacone aussi, c'est-à-dire ce qui était un bien pourrait devenir quelque chose, en effet, qui devient très vulnérable à des jugements trop rapides et à des jugements toxiques. C'était donc la je suis un peu bordélique, moi, je ne comprends même pas ce que je dis. Non, mais c'était parfaitement répondu par rapport à la question de l'éthique. Et juste pour terminer sur ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, il y a et ça vous le dites, en fait, je vous repique, il y a des bons et des mauvais bergers. Et par exemple, à Orla, je le sais parce que je l'ai encore lu ce matin en relisant ses textes, elle dit par exemple qu'elle accompagne ses moutons à l'abattoir, ce que sans doute ne font pas tous les bergers. Et donc là, on est aussi dans ce supplément, ce geste qui peut paraître un peu gratuit, parce que finalement, ça finira de toute façon en gigot dans son assiette. Mais voilà, c'est peut-être là où il y a un sens de l'éthique. Alors, un sens de l'éthique et quelque chose d'autre aussi. Et on ne va pas oublier non plus que la question de l'utilité, si on commence à la poser, à ce moment-là, l'art peut commencer à aller se rhabiller. Je veux dire, la question de l'utilité, elle ne peut pas être massive. Donc, quelque chose qui paraît inutile d'un certain point de vue peut être absolument impérativement vital et nécessaire d'un autre point de vue. Bon. Donc, ça veut dire que le geste, par exemple, d'accompagner son mouton ou sa brebis à l'abattoir et de la suivre jusqu'au bout, c'est aussi inutile que d'enterrer les morts. Pourquoi on ne les jette pas dans des poubelles spécialisées, nos morts ? Si on est un tout petit peu choqué par ce que je viens de dire, on comprendra tout de suite aisément qu'il y a des tas de choses qui sont en effet inutiles et qui sont vitales et sans lesquelles nous ne serions plus des humains comme nous avons plus ou moins réussi, parce que nous ne sommes pas des réussites, mais il y a quand même quelque chose de parfois réussi chez les humains. Et par exemple, le fait d'honorer les morts et de faire attention à eux est quelque chose, moi, que je ne peux pas m'empêcher de dire, tiens, là, ça c'est réussi. Ça, c'est bien fait. Et là, on retombe donc sur ces questions-là. Et donc, le fait d'accompagner bien, peut-être que ça, d'abord, ça change probablement quelque chose pour le mouton de sentir une présence amie et connue. Mais c'est aussi une question de responsabilité. Ce que je fais n'est pas innocent. Voilà. Quand on conduit un mouton à l'abattoir, on sait très bien que c'est des questions de vie et de mort, qu'il y a un contrat qui a été établi et qui n'est pas nécessairement équitable, qui était fait peut-être à sens unique. Et c'est à ce moment-là que les responsabilités... Et ce n'est pas de la culpabilité dont on a besoin. Donna Haraway dit, la culpabilité, c'est des problèmes de Peter Pan, c'est des problèmes narcissiques. C'est de la responsabilité dont on a besoin. La culpabilité, elle vous renvoie à vous-même. Et je trouve ça assez joli. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub pour une de mes anciennes étudiantes, qui est Elsa Maury, qui a fait un merveilleux film, qui est un documentaire sur une bergère qui commence son métier de bergère dans le sud de la France, Nathalie Savoie, et elle s'appelle Elsa Maury, c'est une ancienne de mes doctorantes, qui a donc fait un film qui s'appelle « Nous la mangerons, c'est la moindre des choses », et qui est un très beau film où on voit une bergère qui se rend compte qu'elle doit apprendre à tuer si elle veut être vraiment responsable jusqu'au bout, même si elle ne doit pas le faire pour les raisons légales, mais que par exemple s'il y a un accident, ce qui se passe dans le film, et qu'un bouc ou un mouton tombe dans un ravin et qu'elle ne sait pas le sortir, il faut qu'elle sache le tuer. Elle ne peut pas le laisser agoniser, les pattes cassées, etc., etc. Elle doit apprendre certains gestes en des cas d'urgence. Et elle va décider qu'apprendre ces gestes, c'est aussi apprendre à les accompagner jusqu'au dernier moment et de le faire bien, de le faire d'une manière digne. Et je trouve que c'est un très beau documentaire aussi. Je pense qu'on a fait le tour et je vous remercie très chaleureusement de votre présence et surtout de votre attention. Et un immense merci évidemment à Vinciane Deprez. C'était passionnant. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt!